Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dans Tête à Tête. Je suis aujourd'hui avec un invité exceptionnel, vous le connaissez certainement tous. Bonjour Kevin Roland. Salut! On est en novembre, on voit derrière nous les sommets qui commencent à s'enneiger. J'imagine que toi, skieur du coin, la plus grande des impatiences pour toi là, c'est de chausser les skis. C'est toujours un peu le cas, fin novembre, ça frétille. On a envie de rattaquer comme si c'était la première fois qu'on faisait du ski de notre vie. Alors que ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté, mais ouais, on est assez excités quand il fait ce temps-là. Cette année, tu as 34 ans et tu as finalement décidé de ranger les skis, finalement pour de bon. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Alors ranger les skis, pas vraiment. J'ai rangé le dossard, le dossard de compétiteur. Ce qui a décidé d'arrêter la compétition, c'est que ça fait maintenant 17 ans de carrière. Que j'ai plus ou moins réussi tout ce que je voulais dans ce sport et que je commence à être un peu vieux pour performer dans la halfpipe. Et que aujourd'hui, moi, si je fais une compétition, c'est aussi pour la gagner et j'ai pas envie de dégringoler. Donc voilà, j'arrête la compétition, mais par contre, je continue le ski à fond. Et du coup, tu as trouvé le temps pour nous sortir ça, ton premier livre, Kevin Roland, Pas le temps pour les regrets, ta première autobiographie. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Oui, c'est un projet de longue date que j'ai avec mon photographe et ami de toujours. J'étais en CE1 à l'école avec lui, on a fait le lycée ensemble et quand on a arrêté l'école, j'ai dit mais moi je vais être pro skieur. Lui il dit bon je te suis, je fais des photos. Puis on va voir ce que ça a donné. Donc voilà, 17 ans de carrière qui sont même plus, 20 ans de vie qui sont dans ce livre. Tout ce que je raconte dans ces 240 pages est illustré de photos qui correspondent à ce que je raconte. Et que c'est quand même assez rare d'avoir un témoignage qui est aussi bien illustré. Donc je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire avec Louis Garnier. C'était une envie de longue date ou elle t'est venue justement maintenant, en ayant peut-être plus le temps? Alors c'est une envie de longue date, mais c'était plus sur le ton de l'humour. Ce que je disais, c'est que on dira ça sera pour le bouquin, ça sera pour le bouquin, comme si ça c'était pas concevable de faire un bouquin. Et en fait, on s'est rendu compte l'année dernière qu'on avait énormément de matière photographique, que moi j'ai une grosse histoire avec tout ce qui m'est arrivé, avec des hauts et des bas, et que tout ça, ça serait cool de le fusionner, ces photos et cette histoire. Et justement, nous, on va un peu revenir dans cette interview sur ta riche carrière. Première question, elle est relativement simple, mais déjà, est-ce que tu peux nous présenter, nous expliquer ta discipline, le ski halfpipe, en quoi elle consiste? Le ski halfpipe, alors moi je fais du ski freestyle, mais plus précisément du ski halfpipe. Le ski halfpipe, c'est un demi-tube de 200 mètres de long, comme une rampe de skate en neige. Et il faut faire 5, en général dans une descente, on fait 5 sauts. Il faut monter le plus haut possible, faire les sauts les plus techniques avec le plus de style. J'aurais pas le temps, je pense, dans cette interview, de revenir sur ta riche carrière. Mais en quelques chiffres, en 2009, tu gagnes les championnats du monde de ski halfpipe. En 2014 aussi, un grand moment de ta carrière, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Sochi. Tout est allé très vite finalement pour toi dans ta carrière. Tout allait, oui, on va dire que dès qu'elle a commencé, j'ai décroché des médailles. Donc ça m'a vite projeté sur le devant de la scène. Et ma plus grande fierté de cette carrière, c'est d'avoir réussi à rester plus de 10 ans dans le top 3 mondial et 17 ans dans les finalistes, dans le top 10, on va dire. Donc arriver à avoir eu cette rigueur tout au long des années, c'est peut-être ma plus grande fierté. Ouais. Tu t'en rends compte aujourd'hui? Je m'en rends compte aujourd'hui, parce que maintenant je suis vieux et à la retraite, donc j'ai le temps de réfléchir et me dire Ouais, non, c'est sûr que on prend conscience de pas mal de choses. Autre grand moment, dans l'autre sens du terme, dans ta carrière, en 2019, il y a 4 ans, à la Plagne, dans ton club, tu tentes le record du monde de hauteur et arrive cette terrible chute. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le record du monde, en fait, comme je disais, j'avais un peu réussi à faire tout ce que je voulais dans une carrière en compétition. J'avais l'impression de tourner un petit peu en rond. Ça faisait très longtemps que j'avais cette idée de vouloir battre le record du monde de son hauteur, parce que c'est ce que j'aime le plus faire, c'est monter haut dans les airs. Et malheureusement, pour la première fois, j'ai pas assez écouté mon corps et j'étais que dans la performance, quoi qu'il en coûte. Et je l'ai payé cher. Je suis tombé dans le coma, j'ai tout cassé dans mon corps. J'étais entre la vie et la mort pendant 3 jours.
Et je me suis réveillé, on m'a dit que le ski était terminé, mais voilà, j'ai eu la chance que ça ne se passe pas comme ça. Et avec cette fameuse résilience, etc. Et le ski, c'est ma vie et j'aime les challenges. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit mix de tout ça pour revenir au top. Sur ce moment-là de ta vie, tu parles beaucoup de résilience. Est-ce que ça a été un tournant dans ta carrière et peut-être aussi dans ta perception de ta carrière? Alors cet accident a été un tournant dans ma vie plus que dans ma carrière. Bien sûr, dans ma carrière, c'est indéniable. Mais ça a été un tournant dans ma vie parce que j'étais plus le même. Quand tu passes à deux doigts de la mort, et en plus de ça, en plus de passer à deux doigts de la mort, j'ai mon fils qui est né au même moment, pendant que j'étais dans le coma. Donc je me suis réveillé, j'étais papa, littéralement. Et ça change une vie. On voit la vie différemment, on appréhende le côté sportif différemment. J'étais beaucoup plus positif. Je me suis beaucoup moins mis la pression de résultats. Et j'essaie de voir beaucoup plus positif en fait, vraiment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moment, aussi grave soit-il, qui t'a grandi? Ah bah complètement, c'est un moment qui m'a fait évoluer énormément. Qui m'a fait évoluer énormément et surtout apprécier la vie et les autres facettes de la vie. Ça m'a sorti de juste je suis un skieur, j'ai une carrière, etc. C'est voilà, la vie elle est plus riche que ça et j'en ai pris conscience à ce moment-là. Et alors hospitalisé, il me semble que tu te mets en tête un défi un peu fou. Quel était-il? Bah, hospitalisé, c'était déjà, ça a été en plusieurs étapes. Déjà redevenir une personne normale qui peut marcher, qui peut se balader. Ensuite, ça a été redevenir un sportif. Ensuite, ça a été faire des compétitions. Et puis ensuite, faire les Jeux Olympiques. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire en terminant 6e aux Jeux Olympiques de Pékin. On était en porte-drapeau. Donc j'ai un peu surpassé mon objectif, c'est-à-dire arriver en porte-drapeau. On m'aurait dit tu vas faire les Jeux Olympiques de Pékin et en plus de ça tu vas être porte-drapeau alors que j'étais allongé sur un lit pendant un mois et demi et qu'on m'a dit que le ski c'était terminé, il fallait penser à autre chose. C'est sûr que j'y aurais pas cru, donc objectif rempli. C'est aussi beau qu'une médaille finalement, être porte-drapeau et avoir cette résilience-là, de pouvoir, même si tu pensais que c'était peut-être impossible de refaire des Jeux Olympiques. Alors, être porte-drapeau, c'est pas plus beau qu'une médaille, mais moi, le fait d'avoir pu participer aux Jeux Olympiques, après ce qui m'était arrivé, c'était certainement aussi gros qu'une médaille, parce que c'était un challenge de vie plus qu'un challenge sportif. C'était un petit peu un doigt d'honneur au destin, quoi. Et ça a été justement, j'imagine, un certain accomplissement aussi d'une carrière. Un accomplissement, oui, c'est sûr que j'avais l'impression que la boucle était bouclée. Quand j'ai pris part à mon dernier run à Pékin, même si c'était pas la fin de ma carrière, parce que j'ai encore fait les championnats du monde une année après, l'année dernière. Parce que j'avais envie de dire c'est ma dernière compétition et j'avais envie de l'annoncer. Aux Jeux Olympiques, j'avais pas envie d'annoncer que c'était ma dernière compétition. Ça me pesait trop de revenir de ma blessure et en plus de ça dire que c'était ma dernière compétition. Donc j'ai essayé de m'enlever un peu de stress en disant que c'était pas la dernière. Donc ouais, maintenant on sent que de ton côté la boucle est bouclée sur ta carrière sportive professionnelle, une carrière qui va continuer. Elle se destine en quoi maintenant? Ma carrière va continuer, alors pas du côté compétiteur, mais du côté plus artistique. Quand je dis artistique, ça met toujours la performance au milieu. Hein. Je dois m'entraîner beaucoup pour toujours être performant, pour essayer de grosso modo mettre mes performances, mes exploits en scène, en image, avec des scénarios ou pas. Voilà, il y a aussi le côté un peu événementiel, il y a le côté, il y a plein d'aspects en fait dans les sports freestyle et c'est une chance. Et pour parler enfin d'actualité, les Alpes françaises viennent d'officiellement candidater pour l'organisation des Jeux Olympiques 2030. La Plagne sera candidate comme d'autres stations savoyardes. Qu'en penses-tu de cette candidature française? Forcément, quand il y a un événement en France, on est heureux. Là, encore plus parce qu'on n'arrête pas de parler qu'il nous faut des Jeux Olympiques durables quand on voit ce qui s'est fait en Chine, en Russie, à Pyeongchang, c'est des structures. On y allait une fois, on n'y est jamais retourné. On n'y est jamais retourné, donc c'est voilà, pour le coup,
On est en 2024, on parle d'écologie, même si n'importe quel événement, on va forcément dépenser, faire de l'empreinte carbone, mais il n'empêche que beaucoup moins qu'ailleurs, parce qu'on a déjà les structures, on a un patrimoine ici qui est incroyable en termes de montagnes, de structures, donc c'est cool qu'on puisse les utiliser. Ce sera un message fort, toi en tant qu'ambassadeur et les sportifs aussi de leur côté, de se dire on fait des jeux qui soient un peu plus écolos, un peu plus résilients. Bah complètement. Moi, j'ai envie. En fait, parler d'écologie, des fois on peut parler d'écologie dans le vent ou faire n'importe quoi en ne respectant rien. Là, je trouve qu'on est dans une logique assez, assez naturelle, quoi. D'utiliser des structures qui existent et d'organiser des événements sur des structures qui existent pratiquement, je ne sais pas combien de pourcentage, mais pas, au moins 80%. Et ben, merci beaucoup en tout cas Kevin Rolland de nous avoir accordé Avec cette plaisir. interview. Et pour nous, c'est déjà la fin de cet épisode dans Tête à Tête. Je remercie Hugo Guillerès qui a assuré aujourd'hui la technique. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc évidemment.